Moi, Robert Badinter, c'est quelqu'un qui a une vision de l'histoire, qui intégrait les visions de l'histoire pour penser aujourd'hui et pour prévoir dans le monde de demain, dans le monde de l'avenir, je parlerai de la justice internationale, une démocratie régulée par le droit. C'est vraiment la tendance et c'est le thème qui nous a été demandé de traiter. Et je me souviens de la phrase qu'Ousmane Batoko nous a souvent dit et répété, c'est savoir d'où l'on vient pour savoir d'où l'on va, ben, c'est la même chose en fin de compte, hein. Donc c'est le lien entre les deux. Et là, je m'exprime plus en tant que vice-président de l'Association française pour l'histoire de la justice, dont Robert Badinter, qui a été fondé par Robert Badinter, je dirais dans quelles circonstances. Et maintenant, cette association, depuis le mois d'avril, s'appelle Association fondée par Robert Badinter en 1987, grâce à l'autorisation d'Elisabeth Badinter, sa veuve, qui était présente lors de l'Assemblée générale. Alors, beaucoup a été écrit et dit sur Robert Badinter, mais si on parle de lui aujourd'hui et de ses idées sur le plan universel, c'est ça qu'on va aborder avec l'autre grand Robert, hein, béninois, qui est Robert Dossou. Je suis très impressionné de parler en même temps que lui. C'est que peu de personnages sont des références indiscutables. Et pour chaque génération, réfléchissons pour chaque génération, qui sont les personnes qui nous ont vraiment influencés et qui ont joué un rôle déterminant dans notre construction, dans nos parcours professionnels et personnels. Qui sont nos référents? Et là, je préfère m'appuyer, je vais vous montrer quelques images, en fin de compte, en support de mon propos. Je pense que c'est beaucoup plus vivant. Donc ça, ce sont des photos de Robert Badinter que j'ai fait chez lui en 2018, quand j'étais allé l'interviewer, donc 2018, il avait déjà 80 ans. C'est son appartement qui a été évoqué par Victor Adossou en face du jardin du Sénat, le jardin du Luxembourg, où il est allé se promener après avoir fait voter l'abolition de la peine de mort. Et j'avais enregistré pour lui un entretien sur les prisons. Parce qu'il ne pouvait pas participer à un colloque à la Cour de cassation et on avait passé l'après-midi et j'avais préparé un entretien avec lui. Et ça permet aussi de voir la bibliothèque de Robert Badinter et son rapport à l'histoire. Et je dois dire que c'est vrai que pour moi, jeune magistrat, les premières modifications de Robert Badinter ont porté sur les prisons. On a parlé tout à l'heure des QHS, ce sont les quartiers de haute sécurité qui étaient là, mais aussi il a mis fin au costume pénitentiaire, au costume des détenus. Il s'est occupé de l'accueil des familles de détenus pour préparer la réinsertion. Les peines alternatives, le travail d'intérêt général, s'est fait quand il était garde des Sceaux. Mais c'est peut-être son pire échec, il le reconnaissait. Il s'appelait le Vauban pénitentiaire. Vauban, c'est celui qui a construit sous Louis XIV, toutes les constructions, les défenses. Et il disait, j'ai participé à la construction de nombreuses prisons. C'est pas ce que je voulais faire au départ, mais c'était nécessaire. Et cet appartement que le président Adossou, dans l'enregistrement que je vais montrer tout à l'heure, disait modeste appartement, hein, euh, c'était la simplicité, mais une très très grande richesse d'esprit. Et c'est là que je vais illustrer sa passion de l'histoire. Dans les documents qu'il a, sa passion de l'histoire dans sa bibliothèque, deux choses, vous voyez, derrière lui, dans la diapositive, eh bien, c'est l'aurore. Vous voyez peut-être ce document qui se trouve à gauche. Eh bien, c'est j'accuse d'Émile Zola, qui paraît dans l'Aurore en 1898, qui lance l'affaire Dreyfus. Eh bien, Robert Badinter en a fait cadeau à la Cour de cassation, et c'est aujourd'hui à la bibliothèque de la Cour de cassation. Voilà la transmission de Robert Badinter. Et il y avait un deuxième document qu'il a dans sa bibliothèque, c'est la première abolition de l'esclavage. 1791, les révolutionnaires avaient aboli l'esclavage, et c'est Napoléon qui l'a rétabli avant qu'il soit aboli en 1848. Eh bien, il avait le facsimilé, effectivement, de ce décret de 1791 d'abolition de l'esclavage. Donc, c'est vraiment, pour moi, un grand moment de repenser avec lui cet entretien extrêmement important et sa passion. Alors, cette passion de l'histoire, il l'a eue très tôt. Et quand il est devenu garde des Sceaux, je veux dire, j'étais jeune magistrat et comme vous avez parlé d'autres, moi j'ai rencontré Robert Badinter, pardonnez-moi, en 1983. J'étais secrétaire général du syndicat de la magistrature, jeune magistrat. Et dans son bureau, il nous a montré un dossier qu'il avait fait sortir des archives, qui était le dossier de l'affaire Landru, un des plus. Et il s'est aperçu que
des dossiers pourrissaient dans les archives, n'étaient pas traités. Et c'est là où il a lancé tout un travail, et comme le fait la Cour suprême du Bénin aujourd'hui, il s'est intéressé à l'histoire de la justice. Il a fait ressortir, il a créé un service des archives, il a créé l'Association française pour l'histoire de la justice, et il a fait la loi 1985 pour créer de nouvelles archives à l'occasion du procès Barbie, dont on parlera tout à l'heure, qui était un droit pour enregistrer les procès qui deviendraient des références historiques. Donc c'est l'histoire de demain et donc l'anticiper par l'enregistrement des procès. C'est vraiment fondamental. Et donc depuis avril 2025, cette association s'appelle Robert Badinter et vous voyez ici la salle qui est la salle de la place Vendôme, juste au-dessus du cabinet du garde des Sceaux, où en avril dernier, vous verrez Elisabeth Badinter au premier rang, et nous avons changé de nom, évolué, et vous allez voir que le président Adossou, j'avais fait là aussi un enregistrement de lui, a pu parler à l'ensemble de l'association et des membres de l'association, vous voyez, qui a été créée en 1987 dans sa bibliothèque. On avait fait un colloque. Tous les biens dans sa bibliothèque de Robert Badinter, nous avions fait une exposition à la Bibliothèque nationale de France, où il a fait poser tous ses archives personnelles. C'est vraiment un grand apport. Et vous voyez ici Madame Elisabeth Badinter, en avril dernier, qui assiste et qui nous permet de nommer l'association, Association Robert Badinter. Et vous voyez le petit film que j'ai fait, c'est un enregistrement que vous reconnaissez du président Victor Adossou, qui explique comment il a rencontré Robert Badinter en 2009 et pourquoi il a tenu à revenir et à organiser ce colloque et à lui rendre hommage. Et il a dit toute l'émotion qu'il ressentait à ce moment-là. Et Madame Elisabeth Badinter a vu et a entendu le président Adossou en direct. Et c'est suite à ça qu'elle a donné son accord pour que l'association porte le nom. Et bien sûr, pourquoi elle soutient le colloque. Et le bâtonnier Bernard Vattier en parlera tout à l'heure. Vous voyez, pourquoi? Parce que quand j'étais venu il y a quelques années, déjà, avant le décès de Robert Badinter, je savais que le président Adossou avait déjà mis cette formule, c'est sur le terrain de la justice que se jouera la démocratie, à l'entrée de son bureau. Donc, c'est pas depuis la mort de Robert Badinter, c'était largement avant. Et donc, 2009, 2025, mais entre deux, il y a une autre date. Et regardez bien cette image, qui est un grand colloque que j'avais organisé à la Cour de cassation. C'est 70 ans après le procès des Nuremberg, des criminels nazis. La publication, c'est celle-là, le livre qui est là, dans lequel il y a une intervention de Robert Badinter. C'est un livre que j'ai dirigé avec Bruno Kopp. Et vous voyez dans la salle, vous allez reconnaître quelques personnes. On peut jouer au jeu. Devant, la personne qui a le micro et qui pose la question, c'est Ousmane Batoko. Parce qu'il y avait la première réunion du bureau de la JUCAF en 2016. Et vous regardez aussi, il y a Badio Camara, votre grand ami président de la Cour constitutionnelle du Sénégal, décédé récemment, qui était président avant de la Cour de cassation. Et dans la salle, juste derrière, vous voyez un président de la Chambre administrative de la Cour suprême du Bénin, qui était alors secrétaire général de l'AJF, Victor Adossou, qui était là et qui a pu rencontrer Robert Badinter et discuter avec lui. Et lorsque Robert Badinter l'a évoqué, il se souvenait de leur conversation, et je pense que le président Adossou pourra rappeler. Il lui a dit: alors, le Bénin, vous avez aboli la peine de mort maintenant. Voilà. Et c'était vraiment un moment extrêmement émouvant. Vous voyez que les images d'archives que l'on retrouve peuvent être vraiment intéressantes. Et voilà l'ouvrage. Et cette journée, je vais vous montrer 2-3 photos. Robert Badinter avait déjà 88 ans à ce moment-là. Il a participé à toute la journée. Et on a travaillé avec lui. Vous voyez, j'étais avec lui dans la journée. C'est Badio Camara qui est au premier rang. Juste derrière, c'est Peyman Gallet-Marsban qui avait organisé avec moi, qui maintenant est nommé depuis quelques jours président du tribunal de Paris, le plus important tribunal de France. Et Robert Badinter, pendant toute la journée, est resté avec nous et il est venu conclure. Et comme j'ai travaillé avec lui, j'ai vu comment il a préparé. On est sorti pendant une demi-heure et en fin de compte, on lui avait préparé un discours et puis il a fait une intervention sans une note pendant 45 minutes, extraordinaire. On aurait, vous voyez, Robert Dossou et Robert Badinter, ces grands hommes de parole, c'est extraordinaire. Un grand avocat, c'est quelqu'un qui sait improviser, s'adapter, et il nous a fait une intervention, il faut la relire dans le livre que j'ai laissé, vous en avez un exemplaire. C'est absolument extraordinaire, cette intervention dans la grande chambre de la Cour de cassation. C'est éblouissant, éblouissant. Et il remet le lien entre l'histoire de 1945 et il termine par la justice pénale internationale d'aujourd'hui avec les tribunaux et le tribunal pénal international. C'est un grand moment.
Alors, Badinter et l'histoire, ben voilà, c'est vrai, il m'a préfacé personnellement 2 ouvrages. Le premier, auquel il tenait beaucoup, avec Denis Salas, président de l'association, on avait fait un ouvrage à l'époque, en 1991, sur les procès Barbie, Touvier, Papon, avec l'ensemble des acteurs de ces projets. Et Robert Badinter nous a fait une superbe préface. Et lorsque j'ai fait le livre Jugé sous Vichy, il a tenu à faire la préface pour les juges de demain. Est-ce que peuvent se reproduire des moments comme ceux sous la justice sous Vichy, qui n'était pas une justice. Et vraiment, c'est très important. Et quand on parle du procès Barbie, Touvier, Papon, il y a un élément personnel considérable. Ça a été évoqué tout à l'heure, bien entendu, puisque son père a été déporté. Il faut savoir aussi que Robert Badinter, il n'a pas pu récupérer, sa maman n'a pas pu récupérer son appartement lorsqu'elle est revenue à Paris après-guerre, qui avait été confisqué, occupé par quelqu'un d'autre. Donc cette période le touchait énormément. Et bien entendu, Barbie est celui qui a fait arrêter son père à Lyon. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il a été aussi incarcéré là. Donc c'est vraiment extrêmement important. Et il a fait tout un travail sur cette période. Et voilà un livre qui est très important, Un antisémitisme ordinaire. Pourquoi? Parce que les avocats aussi ont participé à l'exclusion des Juifs, puisque le bâtonnier Charpentier avait réduit à 2%, avait proposé au maréchal Pétain qu'il avait fait, la participation des Juifs. Et là, ce que vous voyez, ce sont tous les Juifs, dont Pierre Masse, c'est celui qui porte le nom de la salle où nous étions tout à l'heure dans le procès de Nuremberg, aujourd'hui à la chancellerie. Et c'est Robert Badinter qui a fait ce travail, qui a été le premier à accéder aux archives du barreau de Paris et qui a fait un travail extraordinaire et qui a permis de dire la vérité sur ce qui s'était passé à l'époque. Il n'y avait que lui qui avait, pu avoir accès aux archives et de dire cette vérité qui reconstruisait l'histoire des avocats de Paris. Et ça a été un moment important. Et les bâtonniers castellans, ensuite, après la déclaration de Jacques Chirac de 1995, a reconnu aussi la participation, puisque là, c'est au camp de Drancy avant leur déportation. Tous ceux qui sont là sont morts à Auschwitz. Et le bâtonnier de Paris de l'époque, Charpentier, est venu leur notifier leur exclusion du barreau à Drancy, sans une excuse, sans un mot. Mais après, il a été résistant. Voilà les éléments. Et Robert Badinter, on a parlé tout à l'heure de son histoire marquée à Vichy. Vous voyez, en septembre 1941, il y avait une exposition Les Juifs et la France, et on voit les avocats au barreau de Paris et la stigmatisation. Et l'avocat que vous voyez en gros s'appelle Henri Torres. Henri Torres est un grand avocat qui est parti juif, qui est parti aux États-Unis en 1941. Et lorsqu'il est revenu, Robert Badinter a fait son stage chez Henri Torres. Il a commencé sa carrière au barreau chez Henri Torres, qui était un grand avocat de cour d'assises. Et Robert Badinter m'a dit qu'à l'âge de 13 ans, en 1941, il avait vu cette exposition et qu'à l'époque, ça l'avait fait sourire, il n'avait pas bien compris. Il était encore à Paris avant de partir à Lyon. Donc vous voyez, le lien entre l'histoire et le présent sont vraiment extrêmement importants. Je vais aller assez vite maintenant sur la peine de mort. Je ne vais pas en dire plus, simplement, voilà l'ouvrage de l'Association française pour l'histoire de la justice qui est sorti il y a très très peu de temps, cette année, sur les chemins de l'abolition de la peine de mort. Vous avez là encore un remarquable article de Robert Badinter et j'ai trouvé dans les archives un message aux Africains. Dans Jeune Afrique d'octobre 2013, il y a un message de Robert Badinter à tous les Africains sur la peine de mort. Une tribune libre que je peux vous donner les références. Donc, en octobre 2023, le 10 octobre 2013, dans Jeune Afrique. C'était un message très important, effectivement, à l'époque. Et l'abolition de la peine de mort au Bénin était juste faite. C'est ça, Président, hein, voilà, on est bien d'accord. On en a bien parlé avec nous. Alors, c'était important puisque le dernier condamné à mort, le voilà, 1977 en France. Donc, c'était pas évident du tout. Ça a été évoqué. Et puis, Madame Fourquet l'évoquera tout à l'heure. Et là encore, vous voyez les documents d'archives. La magistrate qui avait été réquisitionnée pour aller faire le procès verbal d'exécution a tenu un journal. Elle l'a appris le soir, qu'à 4 heures du matin, le lendemain, on viendrait la chercher pour faire le procès verbal d'exécution. Elle a décidé de tenir un journal. C'est le dernier. Et cette magistrate, Madame Mabelli, a donné ce document à Robert Badinter. Et Robert Badinter l'a donné il y a quelques années à l'École nationale de la magistrature. Vous voyez l'importance, c'est ce document qui sont donnés par Robert Badinter. La transmission, c'était vraiment quelque chose de très important. J'ai parlé d'une femme, voilà les livres de Robert Badinter sur la théorie,
la prison républicaine. Je trouve que c'est un très beau mot, la prison républicaine. Qu'est-ce que c'est que la dignité, les droits fondamentaux, même pour les détenus? Et puis ces livres sur l'abolition, l'exécution que vous avez vus. Mais vous avez parlé aussi du rôle de Robert Badinter et les femmes. Eh bien, Robert Badinter a promu des femmes à des rôles essentiels. Jamais une femme n'avait été première présidente de la Cour de cassation. Simone Rosès, c'est lui, à l'époque, c'était pas le Conseil supérieur de la magistrature, c'était le ministre qui proposait au président, a nommé Simone Rosès première présidente de la Cour de cassation. Il a ensuite fallu 40 ans pour attendre qu'il y en ait une autre après. Et personne ne connaît Myriam Ezrati peut-être. Eh bien, cette femme remarquable, il l'a nommée directrice de l'administration pénitentiaire, où elle a fait un travail absolument remarquable et elle s'est fait totalement respecter. Et je termine peut-être, puisque entre histoire, présent et futur, il faut lier les trois. Un aspect sur lequel j'ai évoqué, c'est le rôle de Robert Badinter dans la justice pénale internationale et l'internationalisation du droit. C'est mon dernier point. Il dit que la réforme qu'il a fait, sans doute la plus importante, c'est celle qu'il a fait comme le thé, par infusion, le recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et ensuite, ce sont les juges de la Cour européenne des droits de l'homme qui ont fait la jurisprudence sur les droits fondamentaux. Mais il dit c'est ça qui a été la plus grande réforme. Et aujourd'hui, vous voyez bien qu'on est sur ce qu'on appelle le contrôle de conventionnalité, le contrôle de proportionnalité dans tous les pays. Donc le plus important, c'est de mettre les principes directeurs, de nommer des juges indépendants et responsables, et ensuite de les faire apprécier au cas par cas l'équilibre à trouver, l'équilibre, la balance entre le respect des droits fondamentaux et les obligations fondamentales de l'ordre public, etc. Ça, c'est de trouver cet équilibre. Et vous voyez Christophe Soulard, le premier président de la Cour de cassation, que je salue par ces mots, qui a fait son discours devant la dernière intervention. Mais Robert Badinter a joué un rôle très important dans la justice pénale internationale lorsqu'il y a eu le grand conflit après-guerre en Europe dans l'ex-Yougoslavie. C'est lui qui a fait pour François Mitterrand tout le travail juridique pour créer le tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie que je mets en évidence, qui était la première juridiction internationale. Et il a continuellement travaillé sur cette question. Il a toujours soutenu les juridictions pénales internationales. Et vous voyez que son dernier ouvrage, eh bien, c'est les crimes commis par Vladimir Poutine, l'agression d'un pays, sur le crime d'agression. Et avec Bruno Cotte, ancien président de la Chambre criminelle, il a fait son dernier ouvrage, c'était celui-là. Alors vous avez, ça sera ma conclusion, vous avez le dernier ouvrage que le suprême du Bénin a, remarquable, sur Robert Badinter, où ils ont mis ce titre injuste, l'homme juste. Effectivement, il a fait aussi, il croit en la justice et il croit en la loi. Je pense que c'est ça qui est très important. Comment tout est fondé sur la confiance, c'est comme la monnaie à la justice. Est-ce qu'on croit ou non à la justice de son pays? Je ne voudrais pas, dans cette conclusion, oublier que Badinter, ce n'est pas que la justice pénale, c'est aussi la justice civile. Donc il avait fixé 3 principes de la justice. Garantir les libertés des citoyens, assurer le respect de leurs droits en toute matière, mais aussi contribuer à leur sécurité. Et j'ai pris ces exemples, la fin de la justice d'exception, mais aussi la politique en faveur des victimes, l'indemnisation des victimes d'accidents de circulation, l'indemnisation automatique, la dignité des détenus, mais beaucoup aussi sur l'efficacité de la justice civile. Et il a beaucoup insisté sur ce point, sur l'accès au droit, sur l'aide juridictionnelle, qui est très important. Et si je termine par là, parce que vous voyez, cette photographie, j'ai mis 2 photographies. La première, c'est la Cour d'appel de Paris, la Cour de cassation, le lendemain de la mort de Robert Badinter, spontanément, tous les magistrats et les avocats se sont mis en robe rouge et noire pour lui rendre hommage devant notre magnifique palais de justice. Et l'autre, c'est une image à l'École nationale de la magistrature. Pourquoi? Parce que je crois que Robert Badinter, pour nous, c'est ce que fait ici aussi le président Adossou en parlant de l'histoire. C'est la transmission de nos valeurs entre générations. Et moi, je sais personnellement ce que Robert Badinter m'a apporté, mais beaucoup de gens ne savent pas ce que, intellectuellement, indirectement, il a apporté à toute une génération. C'est avec des exemples comme ça que l'on peut être des vrais magistrats. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jean-Paul Jean. 20 minutes, 12 secondes, donc c'est raisonnable. On m'a accordé une marge de 5 minutes. Donc, du coup, comme je suis juste, le président Robert Dossou va prendre la parole aussi pour 20 minutes.
Et lui, il va rester sur place. Il préfère pour des raisons évidentes. Papa, nous, Victor a dit que j'étais un grand instituteur à l'université. C'est moi-même qui me suis donné ce nom-là, ce titre. Parce que on ne voulait pas. Il faut le dire, que les gens le sachent. Sous le conseil présidentiel, on a chassé les Dahoméens de l'université de Dakar, puis ensuite de l'université de Côte d'Ivoire. Et en pleine année universitaire, les étudiants ont débarqué. Ça a créé une émotion. Les gens ont fait pression pour qu'il y ait une université. Et donc, l'Institut supérieur Bénin, qui était commun au Togo, machin, eh bien, a été dissoute, et puis on a créé l'université du Dahomey. Et moi, j'enseignais à Paris 1 et je suis descendu, le recteur veut me chercher. Je suis arrivé, il n'y avait pas de faculté et je découvre que, en fait, le pouvoir ne voulait pas qu'il y ait une faculté de droit, sciences politiques et d'économie, qu'il y ait une faculté de sociologie non plus. Alors, on a édulcoré cette discipline-là et finalement, les enseignants qui étaient sur place, on n'était pas nombreux. Pour toute la faculté, on était 3 ou 4. Bon, moi, j'ai fait tout. Privé, public, criminel, j'ai fait tout. Donc, quand les enseignants nommés partaient, et ça laissait un trou parce que les gens sont rentrés et il n'y avait pas encore de salaire. Nous avons mis 10 ans pour avoir un statut à l'université. Pendant 10 ans, nous n'avions pas de salaire. Moi, j'avais un cabinet d'avocat qui me nourrissait. Donc, quand les enseignants nommés arrivaient avec enthousiasme, ils demandaient, mais combien vous gagnez ici? On n'a pas encore de salaire. On avait une avance sur solde de 60 000 francs CFA. Alors, sans rien dire, les uns après les autres, ils partaient. Oh, nous sommes battus à Djoboko Ignace, Nathaniel Messan, Onodje Kandekayossi, et nous étions à peu près 4. Avec le soutien lointain de Glélé Maurice. Et nous avons profité de ce que Badjogoumé Hilaire a été nommé parce qu'il a fait des études de droit, le capitaine Badjogoumé Hilaire. Et il avait comme directeur de cabinet Mendik Bodo Félicien, qui était professeur d'économie. Donc, nous avons profité de leur présence là pour imposer la faculté. Comme on a imposé la faculté, il faut l'entretenir. Donc, dès que les profs partaient, moi, je prenais leur enseignement. Conséquence, je me suis retrouvé à enseigner et droit privé, droit public, droit international public, droit constitutionnel. Et en 4e année, j'avais 50% des enseignements. Alors, conséquence, les étudiants se trompaient parce que on assimilait chaque prof à une discipline. Mais moi, bon, on m'assimilait à trop de choses. Alors, un jour, je donnais cours de, je sais plus quoi, grand système de droit contemporain et je donnais aussi droit maritime, de droit d'exécution en 4e année. Et puis, 2 étudiants qui étaient devant, ils éclatent de rire tous les 2. Et je dis, mais pourquoi vous riez? Faites-moi partager votre rire. Je sais rire aussi. Alors, lundi, je lui dis, l'autre dit, mais dis-lui, l'un est venu au cours avec ses notes sur le droit maritime. Je donnais un cours de droit maritime aussi. Et puis, moi, je donnais, ce jour-là, j'avais un grand système de droit contemporain. Alors, il a commencé à écrire à la suite de ses notes sur le droit maritime. Alors, au bout d'un temps, il s'arrête et il demande à son voisin, c'est droit maritime, ça? Et l'autre dit, non, c'est grand système de droit contemporain. Et c'est là qu'ils ont éclaté de rire. Et je lui ai dit, vous avez raison. Je suis le grand instituteur ici, j'enseigne tout. Pour faire tenir cette université, nous l'avons fait. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'un jeune puisse accepter de souffrir. On sait, on a souffert. J'ai eu j'ai fait 2 dépressions, pas grandes, petites dépressions. Oui, parce que je donnais 30 heures de cours par semaine. Et quand j'arrivais à la maison, je ne pouvais plus rien faire. Et je vous jure, je n'étais pas sûr que j'allais atteindre 86 ans d'âge aujourd'hui. Non, c'est un miracle. J'étais convaincu que j'étais sacrifié, que je mourrais avant parce que tous ceux qui ont fait ça avec moi, bon, ils sont tombés. Les Cordovie Julien nous ont rejoints. Lui, il a fait accident d'avion, il est parti. Et Vincent Nathaniel, à peine il allait avoir sa retraite, il était épuisé et il est parti. Alors, Dieu, enfin,
un témoin est là, au lot. Donc, voilà comment je suis devenu un grand instituteur dans cette université et je rends grâce à Dieu. Alors, ceci dit, je voudrais vraiment dire merci à la Cour suprême. Parce que, non, ne commence pas encore. Parce que, parce que je me nourris de la discussion libre et intellectuelle et scientifique. Ça nourrit ma vie, ça a garanti ma vie et ça m'a permis de traverser des difficultés et d'avoir cet âge-là. Alors, pour toute la nation béninoise, il faut la liberté qu'on s'exprime sur tout et que plus personne n'ait à souffrir pour avoir parlé dans ce pays. Ça, là, je le dirai jusqu'à ma mort, je le dirai. Il faut qu'on parle, qu'on puisse librement, parce que ça m'a nourri. Alors, regardez-vous, les gens qui sont contraints, qui ne peuvent pas s'exprimer, ils meurent vite, ils s'en vont. Alors moi, je dois m'exprimer. Si je suis content, je le dis. Si je suis mécontent des juges, je vais voir leur patron. Faites vos enquêtes, je vais voir le président de la justice. Tel juge a fait ça, c'est pas bon. Ou appeler le juge. Et moi, je dis. Mais aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Pas encore, en tout cas. Bon, ceci dit, je vous remercie, je vous félicite. Ensuite, attends. Ensuite, Robert Badinter est français. Il n'a rien à voir avec le Bénin. Mais Robert Badinter a lutté toute sa vie pour des valeurs que nous affirmons protéger. Donc, il n'est plus français. Toute personnalité de quelque nature et de quelque nationalité qu'il soit, à quelque point de géographique qu'il soit arrivé, s'il porte une grande valeur communément et universellement partagée, il devient l'homme de tout le monde. Donc, Robert Badinter est béninois. Et le béninois Robert Dossou, il n'attend pas encore cet hommage-là. Parce que lui, il n'est pas encore décédé. J'ai encore du temps. Après mon départ, vous pourrez dire tout ce que j'ai fait. Ceci dit, nous pouvons tous deux mettre en marche notre... voilà. Allez, on démarre en même temps, non? Bon. Alors, je suis tellement heureux de cet instant parce que les temps qui courent aujourd'hui, ici et là, à la surface de tout le globe, on constate que les valeurs se diluent dans des distorsions variées de tout acabit. À partir de ce moment, il est utile de s'inspirer de l'œuvre de certains hommes comme Robert Badinter pour réveiller les consciences et appeler à des réflexions salvatrices. J'ai dit tout à l'heure que la réflexion, la pensée sauve. Ces réflexions, aujourd'hui, se reposent sur la démocratie, l'état de droit et la justice. Mais le concept central qui génère l'état de droit et qui rénove la qualité de la justice, c'est la démocratie. Sans démocratie, on n'aurait pas parlé d'état de droit. Et sans démocratie, les débats sur la justice ne pourraient jamais renouveler. Alors, nous allons nous poser la question, qu'est-ce que c'est que la démocratie et sa portée? Ensuite, qu'est-ce que c'est que l'état de droit et sa portée et ses rapports avec la démocratie? Et enfin, la justice. C'est l'ordre que je leur donne. Élément central, démocratie. C'est un mot composé de demos et de kratos, peuple et pouvoir. Pour pouvoir m'étendre davantage sur la justice, je vais résumer rapidement la définition. Je dis c'est pouvoir du peuple, par le peuple, et pour le peuple aussi. Mais je dis que la démocratie est une quête permanente de l'humanité entière pour une amélioration et une plus grande participation du citoyen à l'exercice du pouvoir public. Ça veut dire que
L'élection n'est qu'un élément de la démocratie. Sans élection, on ne peut pas parler de démocratie. Mais l'élection seule, qui est certainement nécessaire, mais n'est pas suffisante. Le fonctionnement normal au quotidien de la démocratie garantit les droits des citoyens par la séparation des pouvoirs, l'état de droit et la justice. Je m'arrête là pour la définition de la démocratie. Sinon, je vais prendre trop de temps. Et je passe au statut juridique de la démocratie. Au jour d'aujourd'hui, quel est le statut juridique de la démocratie? La démocratie est juridicité. La démocratie est aujourd'hui légalisée. D'abord, nos constitutions internes. La plupart des constitutions à la surface du globe pour la démocratie. D'ailleurs, non, toutes les constitutions se disent démocratiques aujourd'hui. Même quand elles ne le sont pas ou ne le sont plus, se proclament démocratie et tous les régimes se disent démocrates. Ensuite, si nous laissons le côté national et que nous voyons quelles sont les règles d'ensemble. J'ai parlé au plan interne de constitution. J'ai parlé de constitution. C'est un droit local, national. Mais au jour d'aujourd'hui, la constitution de chaque État n'est plus nationale. La constitution au jour d'aujourd'hui les éléments de droit constitutionnel ont été absorbés par le droit international, régional et universel. L'élection doit se dérouler suivant certaines normes. Les règles définissant qui régissent les élections sont proclamées par tous les instruments et régionaux, CEDEAO, Union africaine, Nations unies. Partout où vous allez, en Europe, c'est pareil. Et les manifestations de l'élection peuvent être déférées aux juridictions nationales, aux juridictions régionales et aux juridictions internationales. Exactement. Alors, à partir de ce moment, nous disons que la démocratie elle-même est fondée sur le droit, est créée par le droit, est protégée par le droit auquel tout le monde se réfère. Vous allez aux Nations Unies, la déclaration toutes les déclarations ayant trait à l'ODD proclament la démocratie pour tous. Vous quittez les Nations Unies, vous venez à l'Union africaine, la charte d'abord l'acte constitutif. L'acte constitutif de l'Union africaine a été précédé par des déclarations de soutien à la démocratie et d'interdiction de putsch et de rupture de constitutionnalité. Et ensuite, l'acte constitutif de l'Union africaine, l'acte constitutif de l'Union africaine a dit qu'on crée l'Union africaine pour promouvoir et consolider la démocratie dans chacun des pays. Dans chacun des pays. Je m'arrête là pour la démocratie parce que ça file cette histoire-là. Donc, voilà pour le statut de juridique de la démocratie. Et toute personne qui viole la démocratie viole toutes ces règles internes, régionales et internationales, y compris ceux qui sont au pouvoir. Celui qui est au pouvoir peut aussi violer la démocratie sans même parfois le savoir, parfois de manière délibérée, mais parfois sans même le savoir. Et on reviendra dessus sur la justice. Mais maintenant, il y a l'état de droit. L'état de droit il faut qu'on parle de sa définition. Et ensuite, son contenu et sa portée. L'état de droit, nous en avons fixé la définition la plus appropriée ici
ici au Bénin, à Cotonou, en septembre 1991, à l'issue d'un colloque international organisé par l'ACCT à l'époque, donc pas la francophonie. La francophonie n'était pas encore devenue Organisation internationale de la francophonie, c'était l'ACCT. Et nous avons réuni tous les États de la francophonie, universitaires, praticiens magistrats et administratifs. Nous avons sur l'état de droit, le colloque portait sur l'état de droit au quotidien. Nous avons abouti à la définition suivante, que l'état de droit, c'est la situation qui prévaut à l'intérieur de chaque pays, un état étatique, où le comportement des citoyens et le comportement des gouvernants se conforment à la loi. Cette phrase est exacte, mais incomplète. Mais aussi, chaque loi se conforme aux prescriptions fondamentales des droits de l'homme. Et l'exemple que je donne pour illustrer, l'exemple que je donne le plus souvent, c'est les lois ségrégationnistes aux États-Unis et les lois d'apartheid en Afrique du Sud. Une loi qui dit le nègre doit aller à gauche et le blanc doit aller à droite et que le nègre n'a pas le droit d'aller s'asseoir dans la même classe que le blanc. Est-ce que c'est conforme aux droits de loi, aux droits de l'homme et de la femme, bien entendu, aux droits de l'humain? Il faut dire, est-ce qu'une telle loi peut être considérée comme une loi soutenant l'état de droit? Je dis non. Parce que la pratique historique a montré que on peut prendre la loi pour tuer la loi et prendre le droit pour tuer le droit. Ça, c'est le cheminement de l'évolution de l'histoire de l'humanité. Par conséquent, cette définition-là doit être retenue et répandue. Quelle est donc la portée de concept état de droit? L'état de droit est né de la démocratie. Parce que avant, la démocratie, c'est la volonté du souverain. Et le souverain était le monarque. Et toutes les institutions agissaient au nom du monarque. Aujourd'hui, le souverain, c'est le peuple. Ce n'est plus celui qui est en haut, c'est le peuple qui est à la base. Et les décisions de justice sont rendues au nom du peuple. Avant, c'était au nom du roi. Et donc, démocratie et état de droit partent ensemble. Il n'y a pas de démocratie réelle sans état de droit. Mais maintenant, il se crée une étude qu'on appelle la légistique. Et c'est justement pour vérifier si une loi qui a été votée formellement, dans la régularité formelle de la Constitution, est-ce que cette loi remplit les exigences de la légistique, c'est-à-dire les organes qui éditent la règle. Et la règle elle-même, est-ce qu'elle est conforme aux exigences de la légistique? C'est une discipline scientifique qui s'enseigne aujourd'hui et sur laquelle il y a beaucoup d'écrits, mais 11 minutes sont déjà passées. Bon, je vais sauter des choses et nous allons compléter dans la discussion. Enfin, voilà donc la portée. Les textes de loi se terminaient avant par « j'ai dit ». Parce que le monarque a dit, ça tient lieu de loi. Aujourd'hui, un président de la République ne peut pas dire « j'ai décidé ». Il n'a pas le droit de dire ça. Mais on constate. Ici et là, on peut demander 20 mandats, 8 mandats, on peut être croulant dans un fauteuil, ne plus avoir ces réflexes au complet, et puis on reste encore, on continue. Bref, point de suspension. Et voilà donc la portée de l'état de droit. Maintenant, la justice. La justice existait, a toujours existé avec l'État. Mais la justice traduisait la volonté du souverain. Et si nous devons observer l'évolution de la pensée, de la science, aujourd'hui, parce que les sciences criminelles constituent une science, un domaine de science.
Et nous constatons, si l'on prend particulièrement le domaine pénal, qui a été un domaine où Robert Badinter s'est beaucoup illustré, et il s'est penché sur la pénologie, qui est une science, une discipline scientifique également. Et il est parti de ceci, il s'est préoccupé de, au fond, quelle est la portée de la peine de mort? Est-ce que la peine de mort a empêché les crimes frappés de peine de mort depuis qu'on l'exécute, que la justice condamne des gens à mort? La réponse est non. Il faut humaniser la peine parce que une peine est destinée certes à punir, mais une peine est destinée à corriger. Alors, pensons profondément et faisons attention pour que les peines prononcées par le juge pénal et la manière de fonctionner du juge pénal cessent d'être une épouvantail. J'ai plaidé un jour ici. Au Bénin, c'était les années où vraiment les choses marchaient. Les juges étaient très stricts, plus stricts avant, à l'époque. Je ne dis pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et j'ai même rédigé, j'étais pour le prévenu, j'ai rédigé des conclusions et que je suis battu pour le compte. J'avais ma doctrine. Et je donne le nom de ce juge, c'est ce magistrat qui était juge d'instruction et qui prenait les citations directes. C'était Victoire Agmarin. Elle a pris son temps. Elle a rédigé entièrement, attendu qu'elle a rédigé l'intégralité de sa décision de justice. Elle est venue à l'audience au jour du délibéré. Elle a lu. Comme j'avais fait beaucoup de bouquins sur le dossier, elle s'est assise, elle a lu patiemment toute sa décision. Au fur et à mesure qu'elle avançait, eh bien, ma conviction se ramollissait. Et quand elle a eu terminé, qu'elle a condamné mon client, je me suis assis. Et je l'ai attendu. À la fin de l'audience, je l'ai suivi dans son cabinet et j'ai dit, pardon, fais-moi lire ta minute. Elle m'a remis, j'ai lu. J'ai été convaincu. Je me suis levé, je lui ai serré la main et je lui ai dit, voilà comment j'aime perdre. J'avais donné rendez-vous à mon client, mon cabinet. Quand j'allais au cabinet, je lui ai dit, le juge a raison. Elle t'a condamné à juste titre. Et j'ai expliqué au client. Mais c'est un mot de paix. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Lorsque vous attendiez à l'acquittement de votre client et qu'on le condamne, vous devez pouvoir l'expliquer. Conclusion. Ma proposition, c'est ceci. Ces genres de réunions, oui, c'est pour ça que j'ai accéléré. Si tu m'interromps, tu enlèves les 2 minutes là que tu m'as distrait. Je prescris formellement ces genres de la multiplication, la répétition de ces genres de réunions. Mais je conseille aussi que tous les magistrats d'une juridiction se réunissent de temps en temps hors leur greffier pour faire ce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples m'a demandé il y a 2 ans. Cette Cour s'est réunie en, comment ils ont appelé ça déjà, retraite des juges. C'est-à-dire les juges se réunissent eux pour réexaminer leur travail, là où ils ont péché, et qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et ils m'ont appelé moi, ils m'ont invité pour analyser avec eux l'ensemble de toutes les décisions qu'ils avaient l'habitude de prendre, leur faire un rapport écrit, et j'ai fait un rapport écrit, et ensuite, j'ai participé à une discussion avec eux. Depuis lors, j'ai trouvé que des procédures de ce genre sont très utiles et je vous invite à les répéter. Je termine en vous remerciant de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer sur le sujet. Merci. Le reste, vous, il est dans mon équipe. J'ai tenu dans le temps. Très en deçà. Vous avez fait 16 minutes alors que vous étiez parti pour 20 minutes. J'ai encore du temps. Oui. Je peux repartir. Oui. Bon, alors, donc je continue. Donnez-moi 5 minutes. Non, et j'ai énuméré les instruments. Non, j'ai énuméré les instruments. Je n'ai pas eu le temps d'énumérer les instruments. Il y a les droits de l'homme, tous. Mais il y a 2 gros instruments importants pour nous
la déclaration de Bamako du 3 novembre 2001 et la déclaration de Saint-Boniface du 14 mai 2006. Ces deux documents de la francophonie adoptés par la francophonie, j'ai été rédacteur du premier document, co-rédacteur du premier document et rapporteur général d'ailleurs du premier document de Bamako. Ça absorbe tous les instruments des droits de l'homme, mais ça les continue. La déclaration de Bamako dit que démocratie et francophonie sont inséparables et a prévu l'accompagnement dans son article 5. La déclaration de Saint-Boniface dit qu'il n'y a de démocratie et bonne gouvernance que lorsque le citoyen dans un pays est hors de toute peur, hors de tout besoin et est vêtu de l'intégralité de sa dignité. C'est très important. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Président. Bon, là, vous n'avez même pas utilisé les 4 minutes, vous voyez, vous êtes... Mais je vous redonnerai la parole. Donc, vous venez d'assister ou de suivre, je dirais, les 2 introductions au débat. On va considérer ça comme des introductions au débat. Ça a dû susciter en vous des réflexions, des réactions. Nous avons 30 à 40 minutes pour échanger. Je vais vous laisser la parole pour que vous posiez vos questions, pour que vous fassiez vos contributions. Et de façon pratique, nous allons faire la liste des intervenants. On va commencer par ma gauche, disons extrême gauche. Malik Gomina. Donc, centre à gauche, le professeur Olo. Maître Dossou, fille. Ça ne nous dérange pas que ce soit Maître Dossou, fille. Oui. Oui. Maître Anassidé. À ma droite, Hamzat Gauthier. Monsieur Gauthier. Monsieur Kenom. Mais le prénom, Kenom, c'est pour le. Bertin Kenom. C'est Bertin Kenom, hein? Extrême droite. Extrême droite, personne. Extrême droite, personne. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un pour porter le micro parmi les hôtesses? Ah, ça y est, c'est fait. Donc, Monsieur Gomina, vous avez la parole. Rab Gomina. Aux différents modérateurs, je suis. Modérateurs, merci. Merci aux différents orateurs de ce matin. Je ne vais pas passer le temps à remercier pour qu'on gagne du temps. En fait, quand on voit la vie et l'œuvre de Robert Badinter, déjà à travers son père qui a fui la Russie, qui est venu en France, les combats qu'il a eu à mener et ses positions sur la répression des étudiants chinois. Bref, avec le monde d'aujourd'hui, est-ce qu'à la fin, les principes qu'il défend et les réalités d'aujourd'hui où plus que la force du droit, aujourd'hui, on constate que notre monde bascule et les rapports, c'est le plus fort qui a raison aujourd'hui. Il suffit pour s'en convaincre de voir ce qui se passe en Ukraine, à Gaza, en Irak et autres. Quand on voit que le pays dans lequel il a lutté pour l'abolition de la peine de mort, la France, sa position aujourd'hui sur l'échiquier international en comparaison avec les États-Unis,
la Russie, la Chine, où ces peines sont toujours appliquées et ces pays-là prennent plus d'importance au niveau du Conseil des Nations, est-ce qu'on peut se demander si véritablement son œuvre, le combat de sa vie, continue d'inspirer l'humanité? Je vous remercie. Vous parleriez de la conception des militaires, mais vous n'avez pas fait. Professeur Rouleau, vous avez la parole. Ici, devant. Professeur Rouleau est devant. Merci, monsieur le modérateur. Non, je voudrais juste insister sur un point qui me paraît important, compte tenu de ce que déjà dans notre constitution, dès le préambule, le peuple béninois affirme son attachement à l'état de droit et à la démocratie pluraliste. Mais très souvent, j'ai le sentiment que nous ne percevons pas le contenu de l'état de droit. Je vais être très simple. C'est un état qui garantit les libertés fondamentales dont les violations sont sanctionnées par le juge et dont les décisions sont respectées par le pouvoir politique. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est la question que nous devons nous poser. Si nous n'avons pas une réponse positive à cette question, nous pouvons nous demander si nous sommes toujours dans un état de droit et que pouvons-nous faire pour être réellement dans un état de droit tel que le prescrit notre constitution. Qu'est-ce que la justice fait de ce point de vue? Des réflexions qui nous interpellent. Je vous remercie. Derrière. Nadine. Nadine. Je sais. Alors, Elle est maître dessous. bon, je précise que je m'appelle Nadine de Soussakonou et pas le maître de Soufille. Justice, C'est ça. état de droit et démocratie, regard croisé sur l'œuvre scientifique de Robert Badinter. Lorsque j'ai reçu l'invitation, je me suis interpellée, si je peux utiliser le mot, je me suis posé des questions par rapport au thème. Au thème, surtout par rapport à ce que l'on voit à Riette aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment, même si le colloque est intéressant, et je remercie au passage le président Adossou et toute son équipe, est-ce qu'on peut vraiment dire, et ça rejoint quelque part ce qu'a dit le premier intervenant, justice et démocratie, est-ce qu'aujourd'hui dans le monde et au Bénin c'est vraiment appliqué? C'est une question que je laisse à l'appréciation de la salle. Et je voudrais faire un apport. Le thème est tellement intéressant qu'il aurait été bien que ce colloque soit délocalisé à l'université d'Abomey-Calavi. Il est vrai qu'il y a certainement des personnes qui suivent en direct, mais ce n'est pas pareil lorsqu'on est dans une salle, dans un amphithéâtre, parce que je pense que l'œuvre de Robert Badinter doit être portée pas seulement qu'aux intellectuels qui sont dans la salle ici, c'est-à-dire les magistrats, les avocats, les présidents des institutions, mais à tous les étudiants et les jeunes étudiants qui ne connaissent pas l'œuvre de Robert Badinter. Donc, je voudrais recommander à la Cour qu'aux prochaines éditions d'autres personnalités comme Robert Badinter, qu'on puisse réfléchir à faire peut-être l'inauguration ici et faire un déplacement vers l'université d'Abomey-Calavi. Merci. Merci, maître Nadine Soussakonou. Mais soyez rassurés, les deux doyens des deux facultés des universités publiques du Bénin sont là. Donc, j'espère pour eux qu'ils ont bien entendu et qu'ils vont réorganiser chez eux. Maître Anassidé, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, monsieur le modérateur. Tout à l'heure, dans sa communication, le président Jean-Paul Jean a rappelé les fonctions de la justice et a rappelé que la justice assure la sécurité des citoyens. On se sent en sécurité ou on ne se sent pas en sécurité. J'estime que lorsque le citoyen commence par ne plus se sentir en sécurité, lorsque le sentiment d'insécurité gagne
le citoyen dans un État qui se veut État de droit, est-ce que c'est l'homme politique à qui on attribue d'exercer le pouvoir parfois de façon brutale, violente? Est-ce que c'est l'homme politique qui est en cause ou est-ce que c'est le juge qui doit assurer cette sécurité, donc faire en sorte que chacun se sente en sécurité qui trahisse sa mission? Voilà ma préoccupation. Je vous remercie. Très légitime. Merci d'avoir introduit cette nuance. Nous attendons tous les réponses. Monsieur Gauthier, sur votre droite, sur votre gauche. Je vous remercie. Le deuxième conférencier a insisté sur le fait qu'aujourd'hui, les règles de l'état de droit sont absorbées par les conventions aussi bien régionales qu'internationales. Et à voir le caractère humaniste de l'œuvre de Robert Badinter, j'aimerais à sa suite relayer la question suivante. Que faire à l'avenir pour que les grandes puissances qui a priori devaient pouvoir assurer la primauté des règles du droit puissent vraiment traduire ces règles-là en réalité pour qu'aujourd'hui, on n'assiste pas à ce qui se passe et qui fait que la situation du monde aujourd'hui ressemble un peu au début des années 1914, où on voit des alliances qui se forment déjà, de nature militaire bien sûr, qui se forment à gauche, à droite, comme si on se préparait à une guerre de type mondial, vu le silence des uns et des autres face à des injustices qui ne sont plus de nature individuelle, mais qui s'étendent à une certaine catégorie de peuple. Ma deuxième question a trait à la culture de l'indépendance de la justice. Je voudrais que le conférencier ou les conférenciers orientent un peu plus la jeunesse sur les dispositions à prendre pour que nous ayons une véritable culture de l'indépendance suite à la question suivante. La culture de l'indépendance de la justice, est-ce une simple affaire du juge ou une affaire d'un groupe ou d'un peuple? Merci. Merci, M. Gauthier. La parole est enfin à M. Bertin Quenom. Je vous remercie, monsieur le modérateur, et en même temps, les brillants communicateurs. Robert Badinter, dans ses œuvres, a contribué à la modification de la formule du serment d'avocat en proposant la suppression de la mention respect aux tribunaux. Je voudrais demander à monsieur Jean-Paul Jean, vous qui avez eu la chance de le côtoyer, vous qui avez occupé des fonctions dans le syndicat de la magistrature, en votre qualité de magistrat, avec un peu de recul, quel regard vous portez sur cette suppression de cette mention respect aux juridictions dans la formule des avocats? Je vous remercie. Merci, M. Bertin. Monsieur le Président, c'est la fin de ma liste. Est-ce que vous auriez une intervention? C'est fermé, autorisé. Merci beaucoup, monsieur le ministre, monsieur le modérateur. Je voudrais à mon tour remercier les deux communicateurs qui ont suffisamment mis l'accent sur les relations entre la démocratie, l'état de droit et la justice. Et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt certains propos qui ont mis en relief le rôle du juge dans le règne de la démocratie, dans le règne du droit.
l'état de droit n'est rien d'autre que l'affirmation au quotidien du règne du droit. L'affirmation. Mais lorsque on met plus ou moins en cause l'indépendance du juge, l'indépendance de la justice, il faut pouvoir en situer les responsabilités. Qui est si juge non indépendant? Je voudrais penser que c'est d'abord le juge lui-même. Je disais la dernière fois, au cours du dernier congrès de l'AJUCAF à Rabat, et là je voudrais parler sous le contrôle de M. Jean-Paul Jean. Je disais à Rabat que aucun test, aucune législation, aucun statut, aucune constitution ne peut rendre indépendant un juge tout disposé à la dépendance. La question de l'indépendance du juge est d'abord l'affaire du juge lui-même. Lui-même. S'il ne veut pas être indépendant, s'il ne veut pas assumer sa fonction de juge dans un état de droit, ce n'est pas l'affaire, ce n'est plus l'affaire du politique, ce n'est plus l'affaire du Parlement, c'est l'affaire du juge lui-même, qui ne veut pas apprécier la dimension sacerdotale de son office. Donc, c'est la dimension sur laquelle je voudrais qu'on insiste. L'importance de la conscience claire que le juge lui-même, que le magistrat lui-même devrait avoir de sa mission dans la cité. Parce que dire on n'est plus dans un système d'état de droit, on n'est plus dans l'état de droit, et la justice fait ceci, la justice à la criette est ceci, mais c'est d'abord le juge lui-même. C'est les juges eux-mêmes qu'il faut interpeller. Parce que personne ne leur demande de ne pas être indépendant. Les questions là, qui les rendent indépendants? Mais pourquoi ils ne veulent pas assumer leur indépendance? Je souhaiterais que les communicateurs mettent l'accent sur le juge lui-même qui devra assumer son indépendance. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, mais je crois que le président Assogba, qui est dans la salle, écoute parce qu'il doit aborder ce sujet incontestablement dans sa présentation. Madame la Présidente de la Haute Cour de justice, vous voudrez dire un mot? Non? Oui, il a fait des pensions d'intervenir. Merci, Monsieur le modérateur. Non, je n'avais pas de questions particulières, si ce n'est que je trouvais assez intéressant, dit de différentes façons, la place de l'humanisme juridique que véhiculait le président Robert Badinter. Donc, concrètement, pour moi, être ici, c'est le moment d'apprendre de nouvelles choses sur la notion de démocratie vue par Badinter ou la notion d'état de droit vue par Badinter, tout en sachant que pour moi, le pilier même, en évoquant Badinter, c'est l'humanisme juridique. Voilà. Merci, Monsieur le modérateur. Merci, Madame la Présidente. Le président de la Chambre administrative de la Cour suprême veut-il dire quelque chose? Professeur Salami? Interpellé, je ne peux que répondre positivement. Merci, chers collègues. Ce serait juste une contribution. Ce n'est pas commun que des magistrats célèbrent des avocats. Et on oublie souvent que c'est aussi un enseignant de grande renommée. Et donc, Robert Badinter, c'est la question qui devrait nous préoccuper, c'est comment faire en sorte que
notre génération et la future recèlent d'autres Robert Badinter? Est-ce que notre contexte politique, éducationnel et social peut générer d'autres Robert Badinter? C'est peut-être cela qui sera son meilleur héritage. Et je fais le prolongement avec des combats qui sont menés aussi sur le continent africain, tendant à ce que de plus en plus, il est difficile d'être des hommes de liberté. Par exemple, quelque chose qui va interpeller le bâtonnier Robert Dessous, quel est son regard sur l'impossibilité de plus en plus affirmée pour des universitaires d'être des avocats et des avocats d'être des universitaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de Chambre. Professeur Okebi? Non? Pardon, après. Le PG Moussi? Non plus. D'accord, très bien. Donc, je vais donner à présent la parole à Président Arwandino. Merci, professeur Topanou et ancien garde des Sceaux. Je soutiens personnellement la thèse de mon cher président PCS et ami. L'indépendance, l'impartialité, c'est d'abord une affaire de l'individu. Mais au-delà de cela, est-ce que certaines fois le politique ne met pas, j'allais dire, un appât pour attirer les esprits qui ne sont pas totalement mûrs? J'ai eu la chance de suivre, de coordonner la formation des auditeurs de justice pendant plus de 25 ans. Et la plupart de nos jeunes, je n'aime pas trop ce vocable jeune, eh bien, préfèrent aller dans les juridictions spéciales dès la sortie de l'école. Criette, cour spéciale des affaires foncières, tribunaux, tribunal de commerce, cour d'appel de commerce. Et quand vous les interrogez, ils disent, ben, vous le savez vous-même, doyen, là-bas, c'est différent que les juridictions de droit commun. Et c'est le législateur lui-même qui écrit juridiction de droit commun. C'est-à-dire de seconde zone pour eux. Pour eux, non. C'est le ressenti, c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est le phénomène qui est en cours d'évoluer. Alors, à la place de la triptyque justice, état de droit et démocratie, de plus en plus, ce qui se développe peut se résumer en justice, politique et argent. Qu'en pensez-vous et que faire? Merci, Président. Je vais à présent donner la parole aux deux intervenants, chacun 5 minutes pour apporter des réponses qu'il faut, parce que l'organisation m'a donné 25 minutes. On n'en est qu'à 18. Donc, on est largement dans les temps. Ce n'est plus 40, c'est 25. Ok, monsieur le modérateur, donc je vais faire comme les avocats à la fin d'une audience, par observation, quelques observations. Je crois qu'il faut vraiment distinguer, essayer de voir, Robert Badinter n'est pas français, ce qu'a dit Robert Dessous. Qu'est-ce qu'il y a d'universel, au moins de partagé, par tous ceux et toutes celles qui ont une conception de l'humanisme judiciaire? C'est une vision du monde. Elle est minoritaire à certains moments, et ceux qui y croient espèrent qu'elle va devenir majoritaire.
Et c'est là où il faut se remettre en perspective historique sur le plan international et national. Si on fait le constat de la situation internationale d'aujourd'hui, c'est effectivement, comme ça a été dit, le recul du multilatéralisme et la politique des États forts. États-Unis, Russie, Chine, tous les pays qui ne croient pas au multilatéralisme, mais simplement au rapport de force. Dans un État national, c'est la même chose. Donc, il faut se remettre en perspective historique, c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas Robert Badinter, c'est ça. Lorsqu'on est sorti de la Seconde Guerre mondiale en 1945, il y a toutes les conventions de l'ONU, on veut pacifier les rapports entre les États, comme pacifier les rapports entre les humains dans certaines sociétés. Et Robert Badinter, vous l'avez dit tout à l'heure, son père est venu de Bessarabie, ils ont été poursuivis en tant que juifs. La Seconde Guerre mondiale a été une catastrophe européenne et il a un but, c'est la paix en Europe. Et toute la construction européenne, c'est éviter les guerres. C'est pour ça que c'est sur l'ex-Yougoslavie que Robert Badinter s'est engagé tout de suite. Donc je crois qu'il faut remettre les choses. On n'est pas dans une période historique favorable. Tout le monde est bien conscient du risque de guerre, des rapports de force, de la montée de l'armement, etc. On est comme dans les années 1930 aujourd'hui. Bon, voilà, c'est la réalité. Mais est-ce qu'on a le droit de croire à des valeurs et de transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos étudiants, des valeurs qui sont des valeurs fortes, dire l'important, c'est les rapports entre les humains, assurer la sécurité juridique, garantir les droits, etc. Qui est contre? Donc je pense qu'il faut affirmer ça partout où nous sommes. Le politique, les autorités constitutionnelles, les juges, et un vrai juge, si les juges, comme l'a dit le président Adossou, c'est qu'il veut faire respecter ses valeurs. Et après, évidemment qu'il y a des situations particulières, plus ou moins compliquées. C'est pas la même chose de rendre la justice dans des pays qui ont toutes les garanties fondamentales et des pays qui ne les ont pas. Voilà. Je crois aussi qu'il faut distinguer un peu. Donc voilà, il y a des moments où on est minoritaire. Badinter était minoritaire en 1981 sur la peine de mort. Voilà. En Europe, une partie de l'Europe, dans l'Est, n'a pas les mêmes valeurs que celles qui ont fondé l'Europe. Mais il y a à l'intérieur même des pays, certains pays d'Europe de l'Est qui sont contre les principes fondamentaux, il y a tout un tas de jeunes et toute une génération et toute une génération veut que tous les droits soient garantis. Et c'est ça qu'il faut qu'on transmette à nos enfants. Je ne vois pas pourquoi une dictature, une autorité pourrait s'imposer comme ça. Non. La vie en société, ce sont des valeurs universelles adaptées après à chaque pays, à chaque réalité. C'est plus facile dans des pays que dans d'autres. Deuxièmement, je crois qu'il faut distinguer selon les types de contentieux. Parce que tous ceux qui sont juges ici, procureurs, savent que ce n'est pas la même chose au civil, au pénal, administratif et constitutionnel. Les contentieux civils, ce sont des contentieux entre les citoyens. Qu'est-ce qu'on veut ? L'égalité totale, le procès équitable, le riche, le pauvre, les valeurs, l'application du droit, etc. On sait très bien que la justice pénale peut être instrumentalisée. Et là, on n'a pas que les juges, on a aussi le ministère public. Donc tout le débat en France et dans beaucoup d'autres pays aussi, le ministère public il dirige aussi l'action publique, dont les ministres sont garants devant les assemblées nationales. Donc c'est plus compliqué. C'est l'hybride. Moi, j'ai toujours appelé ça un rôle hybride. Mais si on est magistrat, le rôle de magistrat, il y a des limites de choses qu'on peut accepter ou qu'on ne peut pas accepter. Un magistrat du parquet doit être loyal sur les politiques publiques, mais être magistrat, c'est protéger les libertés. Sinon, on n'est pas un magistrat. Le président Adossou l'a dit, c'est à tout moment comment on peut protéger les libertés. Et donc après, c'est l'équilibre, l'état de droit. C'est un concept. Si on en parle, on peut faire des magnifiques thèses théoriques. Le problème de l'état de droit, c'est intéressant en pratique. Et donc, c'est un équilibre, c'est une dialectique entre l'autorité politique, le Parlement, les droits de la défense, les juges, etc. Et on sait que là, ça se négocie. Est-ce que l'indépendance de la justice, c'est aussi l'autonomie financière des tribunaux, pour pas être dépendant, la nomination des magistrats, les garanties d'un conseil supérieur indépendant. Les parquets, il faut trouver un équilibre pour nommer des procureurs qui soient loyaux, mais qui soient des vrais magistrats. Voilà. Donc tout ça est compliqué. On peut rentrer dans l'ensemble des détails. Mais en tout cas, s'il y a un niveau sur lequel Robert Badinter ou ce qu'a dit le président Adossou est juste, pour les juges, les magistrats, ayons tous un très haut niveau d'exigence. C'est ça. Il faut être exigeant.
avec les juges et que les juges soient exigeants avec eux-mêmes. C'est très simple. Il y a des choses, il y a des limites. On parle toujours de lignes rouges, etc., qu'un juge peut faire ou pas faire. Et là, c'est intéressant, et je termine là-dessus, c'est quel est le message aux jeunes générations? Nous sommes un certain nombre aussi enseignés dans les universités, devoirs, etc. Et c'est tous ces étudiants, c'est eux qui vont devenir magistrats, avocats, etc. À nous de transmettre ces points. Il y a bien sûr que c'est pas facile à certains moments, que c'est pas facile, qu'il y a des compromis à trouver, chacun à sa façon, avec ses réalités nationales, culturelles, etc. Badinter, c'était l'Europe. Mais certains des principes de la francophonie, de l'international, sont des principes que tous les humanistes judiciaires doivent trouver comme universels. Après, on adapte en tenant compte des traditions, de la culture, des pays, des réalités. Voilà, ma conception, c'est ça. Et on peut être minoritaire à certains moments dans certains pays, majoritaire dans d'autres. La période actuelle, internationale, n'est pas favorable. C'est vrai. On n'est pas comme dans l'après-guerre où il faut reconstruire avec une vision des droits de l'homme. Aujourd'hui, c'est quoi le rôle de l'ONU? Faire simplement s'occuper des réfugiés et faire ce qu'ils peuvent et n'être rien dans la régulation internationale. La paix par le droit, c'est quoi? Ce sont des négociations de rapports de force, essentiellement. Voilà, il y a des moments dans l'histoire qui sont comme ça. Badinter a joué un rôle considérable, avec d'autres. Et le symbole, vraiment, je suis totalement d'accord avec Robert Dessous, il n'est pas français, Badinter, là-dessus. C'est un universel, un Africain, tout le monde. Il était européen. Il se revendiquait comme européen, avec aussi des traditions culturelles, etc. Mais son père était né en Bessarabie. Il ne parlait pas un mot de français. Donc voilà, la réalité, c'est aussi ça. Donc c'est un système de valeurs qui défend et comment on défend chacun à notre place ce système de valeurs. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul Jean. Président Robert Dessous. Merci. Ça marche. Merci. Je voudrais commencer par Monsieur Malik. Alors, on ne peut jamais dire que Robert Badinter a échoué. Jamais. J'ai dit tout à l'heure dans mon exposé que la démocratie est une quête permanente, donc une lutte permanente. Nous avons dans le monde deux catégories de démocratie. Nous avons les vieilles puissances qui ont leur démocratie consolidée. Et puis, nous avons nous autres, dont nos États ne sont pas consolidés du tout, sont encore quasiment inexistants. On n'a pas d'État en tant qu'institution. Donc, celui qui prend le pouvoir dans nos États pense que c'est son patrimoine. Il a une tendance patrimoniale pour gérer. À partir de ce moment, vous-même, vous voyez tout ce que nous voyons ici et là. Je ne veux pas énoncer ces comportements. Mais dans les pays où la démocratie et l'État existent, l'État existe comme institution et la démocratie est consolidée, il y a des crises de démocratie. Une institution est comme une personne humaine qui naît, qui grandit, qui se consolide et puis qui est atteint par des maladies, des dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements, dans les États consolidés, ça prend un temps et puis après, ça se redresse. Si ce qui s'est passé aux États-Unis en janvier 2021 s'était produit dans un État africain, le président qui a déclenché ça ne quittait pas le pouvoir. Il allait continuer, il n'allait pas laisser. Mais les organes étatiques qui, à partir de la décision définitive, du prononcé définitif de celui qui a emporté les élections, ont prévenu Trump que si à la date telle, il ne quitte pas, eux, ils viendront le déloger de force. Et là, qui va oser faire ça en Afrique? Alors, donc c'est une lutte permanente. Ce n'est pas parce que nous traversons un moment où les puissances et les grandes puissances aussi ont des choses à se reprocher que nous allons abandonner la lutte. Il faut continuer dès lors que c'est des valeurs communes, protégées, enfin, proclamées, mais pas toujours protégées. Nous devons continuer. Alors, professeur Olo, merci pour la contribution. C'est une contribution. Nadine pose une question pertinente.
Mais elle parle de délocalisation, Nadine Dossou. Elle parle de délocalisation. Ce n'est pas une question de délocalisation. Le fait que la Cour suprême a organisé ce séminaire n'empêche pas que les doyens de faculté qui sont ici, les professeurs que je vois qui sont ici en certain nombre, reprennent le sujet dans une faculté, à l'université ou ailleurs, que des ONG qui s'y intéressent reprennent le sujet. Il faut multiplier parce que aujourd'hui, on a discuté, demain, il faut encore en reparler. Mais quant à la justice d'exception, je suis contre les tribunaux d'exception. Par principe. Et nous qui avions rédigé la Constitution de 90, nous avions cette conviction. Mais nous n'avons pas pensé que ça pouvait revenir. Et on n'a pas inscrit. On ne l'a pas interdit dans la Constitution. Ce qui fait que je suis très amer là-dessus parce que côté moyen, et puis pourquoi nous ne faisons même pas un séminaire sur la justice d'exception? Pourquoi personne ne veut organiser un séminaire dessus? Faisons le point. Pourquoi ne pas faire le point? Les justices d'exception, la CRIET, la CESAF, le tribunal de commerce. Pourquoi ne pas faire le point? On doit pouvoir faire le point aussi. Pourquoi? C'est interdit? C'est une question que je lance à la salle aussi. Personne, il n'y a aucune loi, aucun texte qui nous interdit ça. N'est-ce pas? Monsieur le député, bon, je vais vous envoyer une proposition de loi portée à l'Assemblée. Et puis, il y a deux députés au moins ici. Bon. Alors, Madame Anassidé, est-ce qu'il faut s'en prendre à l'homme politique qui est au pouvoir ou au juge? Les deux, mon général. Les deux. Montesquieu a dit, de Jouvenel a repris fortement que tout pouvoir doit exercer une force sur lui-même pour se donner des limites. Et Montesquieu a même dit que la vertu elle-même a besoin de limites. Si quelqu'un est au pouvoir qui ne se limite pas en disant ça, je ne veux pas casser les pieds au juge. J'ai vécu de bout en bout la période révolutionnaire. J'ai vécu toutes les périodes politiques dans ce pays de 1946 à ce jour. Et je peux vous dire qu'il n'y a eu dans ce pays aucun gouvernement qui accepte que la justice le condamne, d'une part, et que la justice ne condamne pas son ennemi que lui doit pour que la justice condamne. Aucun. Mais les magistrats d'une époque à l'autre ont résisté et le pouvoir politique a reculé. Mais cette fois-ci, j'ai connu des cas où le magistrat n'a fait qu'appliquer ce que dit la loi. Mais on l'a fait comparaître devant le conseil de discipline siégeant comme conseil disciplinaire. Le conseil supérieur de la magistrature siégeant comme conseil disciplinaire. Et des magistrats m'ont pris comme avocat. Qu'est-ce que j'ai senti dans les débats? Je ne peux pas tout dire ici aujourd'hui. C'est pas bon. Je ne veux pas tout dire. Mais j'ai senti qu'on reprochait au juge de siège de n'avoir pas suivi ce que le procureur lui a demandé. Et lequel juge a répondu, mais aucune loi ne m'oblige à suivre ce que le procureur me demande. Et ce juge a été sanctionné malgré nos plaidoiries. Et il a été retardé des années. Certains autres ont dû peut-être prendre la tangente. Alors, c'est les deux. Les deux. Je répète, les deux. Celui qui a le pouvoir doit savoir qu'il doit, lui, puisque les instruments internationaux, les Nations Unies ont engagé, les Nations Unies ont adopté, dans les années 1983, au même moment où nous, à Montréal, nous avons rédigé un excellent document, une résolution prise par une des conférences mondiales des Nations Unies sur le droit pénal avait été présentée sur l'indépendance de la justice portée par un État et ça a été adopté par les Nations Unies.
Alors que nous avions à Montréal rédigé un document très fort. Et c'est une conférence qui a regroupé tous les systèmes juridiques du monde. Et j'ai co-rédigé ça, ce document précieux, et on l'a remis au juge, au magistrat indien Sigvi, pour qu'il porte, il était rapporteur spécial des Nations Unies, pour qu'il porte ça aux Nations Unies. Il a simplement déposé au secrétariat général. C'était une erreur. Il fallait remettre ça. C'est le Canada qui a impulsé. L'État canadien devait prendre ça en charge et introduire. Alors, le débat de ce côté est toujours ouvert. Il faut que nous renforcions les instruments là où ça doit être renforcé. Moi, je suis ouvert à des discussions avec les uns et les autres sur cette question-là. Donc, c'est les deux comme j'ai répondu. Monsieur Gauthier, nous sommes déjà en 3e guerre mondiale. Vous savez, tout le monde viole la loi aujourd'hui, y compris les grandes puissances. Maintenant, la communauté internationale a mis des années pour aboutir à une définition juridique de la notion d'agression. Et la commission de la SDN a été saisie de cette question en 1929. La définition n'a jamais été faite jusqu'à la mort de la SDN. Et le dossier a été confié ensuite à la nouvelle commission de droit international de l'ONU, qui n'a pas réussi non plus. Et c'est seulement en décembre 1974 que la notion d'agression a été définie. Si on prend cette définition, on va condamner des tas de gens qui agressent, qui continuent d'envahir Ukraine, etc., Gaza. Il y a des agressions. Les gens on viole le droit international public et ces violations constantes nous font douter du droit international public. Mais il faut quand même continuer de brandir le droit international public. C'est pas parce que on viole cela que nous allons abandonner. Non. N'est-ce pas, M. Gauthier? Nous sommes déjà... Mais la 3e guerre mondiale dans laquelle nous sommes a des caractéristiques. D'une part, certaines guerres sont asymétriques. D'autre part, certaines guerres ont adopté de nouvelles technologies très avancées que tout le monde n'a pas. Vous avez combien de drones capables de porter une bombe? Tout le monde n'a pas. Et enfin, les camps ne sont pas si alignés que ça. Par rapport aux guerres qui ont lieu ici et là, vous ne trouverez pas les mêmes dans le même camp. Ça complique. Ce n'est pas comme la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale. Au stade actuel, celui que vous allez voir allié quand il s'agit de la guerre de l'Ukraine, vous allez voir d'autres quitter le camp pour s'allier quand il s'agit de Gaza, et ainsi de suite. La culture de l'indépendance de la justice. C'est la deuxième question de... une culture s'acquiert par la pratique. Une culture s'acquiert par la pratique. Si nous n'avons pas instauré la bonne pratique dans la durée, dans le temps, de manière que ça rentre dans la conscience des uns et des autres, et surtout, que ça rentre dans la conscience du juge. Parce que, comme l'a dit le président Adossou, in fine, l'indépendance du juge est dans la conscience de chaque juge. Mais quand on dit indépendant de la justice, ça comporte deux volets. Il y a l'indépendance de l'institution elle-même et il y a l'indépendance de chaque juge. Vous pouvez faire un séminaire sur l'indépendance de la justice. Je suis prêt à venir faire une communication dessus. On pourra... Prenez chacun des thèmes d'aujourd'hui ou chacune des idées qui émergent aujourd'hui et organiser des séminaires dessus. Si je suis là disponible, je suis prêt à venir alimenter ça aussi. Donc, non, c'est pas une fois. Pourquoi on a retiré le respect au juge? Parce que le respect au juge figure déjà dans la courtoisie, dans la justice. Et l'avocat doit être
courtois, donc respectueux du juge, magistrat. Mais le magistrat, le juge aussi, doit être courtois et respectueux du magistrat. Et au niveau des juges, au niveau des magistrats plutôt, chaque avocat, au niveau des avocats, chaque avocat doit marquer du respect pour l'adversaire, pour son protagoniste, pour le client de son adversaire, avocat. Bref, bon, professeur Salami, oui, avocat universitaire, bon, c'est une contribution que vous avez apportée. Abraham Gilbert est d'accord avec le président. Bon, je crois que... Bon, je suis d'accord sur le reste. Merci beaucoup, Monsieur le Président. PCS, désolé, j'aurais fait finalement 41 minutes au lieu de 25, 30. Mais je pense que vous n'aurez pas regretté. C'est vrai qu'on sort toujours de ce type de débat insatisfait. On n'a jamais épuisé ce type de débat. Donc, il va se poursuivre au déjeuner toute la journée avec échange de contacts. Et donc, je remercie le comité d'organisation et vous demande aussi de remercier nos intervenants en les accompagnant.